Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première vidéo didactique réalisée par Digital City. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder avec vous le thème de l'intelligence artificielle et donc son histoire, ses enjeux et son impact sur la vie professionnelle et économique en Belgique. Je vous invite donc à vous installer confortablement et je vous laisse entre les mains expertes de ma collègue Christina. Merci Samia et bonjour à tous. En effet, aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Notre objectif chez Digital City, c'est d'analyser l'impact d'une technologie tendance sur les métiers, sur l'économie, sur les compétences à Bruxelles et en Belgique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle qui a un impact énorme au niveau international. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette présentation, c'est de voir quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur tous ces niveaux, au niveau de Bruxelles et de la Belgique. C'est donc ce qu'on va voir avec cette présentation. Je vous souhaite donc la bienvenue chez Digital City et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, Samia, pour commencer, si tu veux bien, on va jouer à un petit jeu, toi et moi. Est-ce que tu es d'accord? Oui, vas-y, je suis prête. Alors, je vais faire défiler à l'écran une série d'images et on va trouver ensemble le point commun qu'il y a entre toutes ces images. Alors, c'est parti. Voilà. Alors, Samia, d'après toi, quel est le point commun entre toutes ces images? Cette question ne me semble pas très difficile. Je dirais que le point commun entre toutes ces images est le thème de notre présentation d'aujourd'hui et donc l'intelligence artificielle. T'inquiète pas, je te réserve d'autres défis. Je voulais juste te ménager pour commencer, mais en effet, le thème de toutes ces affiches de films, c'est l'intelligence artificielle. Alors, j'aimerais dire en plus que tous ces films sont des chefs-d'œuvre du 7e art, et donc si vous n'avez pas vu l'un d'entre eux, je vous invite vraiment à aller les voir parce que ça vaut vraiment le détour. Donc oui, en effet, le thème, c'est l'intelligence artificielle. Et dans tous ces films, on voit la présence d'une intelligence artificielle qui est plus ou moins importante, qui est en général, tout d'abord au début du film, créée pour accompagner le héros dans sa quête. Alors, par exemple, dans Star Wars, R2D2, C3PO, ils sont là pour aider les héros. Minority Report, l'intelligence artificielle, elle est créée dans le but de prévenir à l'avance, d'avoir une vision sur les crimes du futur pour que la police puisse intervenir. Pareil, dans 2001, Odyssée de l'espace, l'intelligence artificielle HAL, qui gère le vaisseau, elle est là pour aider le héros dans la gestion du vaisseau. Et donc, toutes les intelligences, elles ont été créées par l'homme. Et à un moment donné, dans ces films, toutes ces intelligences artificielles, elles brisent leur chaîne et deviennent une menace pour l'humain. Et c'est là qu'on va voir apparaître, donc dans ces films, tous les clichés et les mythes que l'on a de l'intelligence artificielle, qui est une menace pour l'homme, qui est utilisée à des fins malveillantes, qui va finalement remplacer l'humain sur la chaîne de l'évolution, prendre notre job, etc. Oui, mais Christina, en réalité, c'est bien moins spectaculaire. Oui, et tu as raison, parce que en fait, c'est ce qui fait la différence entre la réalité et ce qu'on a dans notre imaginaire collectif. Parce qu'en soi, dans les romans, dans les films, dans les séries, dans notre idée que l'on a d'un robot ou d'une intelligence artificielle, on a une vision un petit peu pleine de questions. Et cette idée, ce concept d'une machine qui est créée pour aider l'homme, c'est pas du tout un concept qui est nouveau. C'est un concept qui existe même depuis l'Antiquité. Donc, si vous souhaitez, on peut éventuellement faire une vidéo plus approfondie sur le sujet. C'est pas vraiment le cas ici, mais donc sachez que c'est un concept qui existe depuis longtemps. Or, dans la réalité, on est beaucoup moins dans quelque chose d'aussi imaginatif. Et elle existe, l'intelligence artificielle, dans notre quotidien, sous la forme donc de nos assistants Google et Siri, nos suggestions Netflix ou alors les chatbots que l'on utilise pour poser des questions à des sites web ou des entreprises. Donc c'est beaucoup moins sexy que dans les films, mais elle est présente dans notre quotidien et on l'utilise très régulièrement. Depuis le début de la création scientifique de l'intelligence artificielle, eh bien, ça a fait beaucoup de chemin. L'épopée scientifique va commencer véritablement dans les années 50 avec un nom de la science que vous connaissez sans doute tous, c'est Alan Turing. Il y a d'ailleurs un film qui a été créé sur lui. Alan Turing, c'est l'un des premiers, l'un des pionniers de l'intelligence artificielle qui a réfléchi à la possibilité de créer une intelligence artificielle au niveau scientifique. Il a écrit d'ailleurs dans les années 50 un texte, les premiers textes sur le thème Computing Machinery and Intelligence. Mais c'est vraiment en 1956, lors d'une conférence à Dartmouth, que les fondateurs, les pionniers de l'intelligence artificielle vont se réunir pour créer les jalons, les disciplines de l'intelligence artificielle. Et c'est à ce moment-là que dans les universités, on va voir apparaître des formations sur le sujet. Alors, c'est à ce moment-là qu'évidemment la grande aventure de l'intelligence artificielle va commencer, mais bon, il ne va pas se passer grand-chose pendant plusieurs dizaines d'années. Il va y avoir beaucoup de papiers, beaucoup de théories, mais rien de concret, pas de modèle concret. On va parler à l'époque d'un hiver de l'intelligence artificielle. Et c'est normal en fait, parce que à cette époque-là, dans les années 50, 60, 70, il n'y avait pas vraiment les technologies qui permettaient de créer des choses concrètes.
Il va vraiment falloir attendre les années 2010 pour avoir une connexion Internet à distance, la 4G, pour avoir le big data, etc., qui va permettre de vraiment créer des applications très concrètes de l'intelligence artificielle. Néanmoins, c'est déjà dans les années 90 qu'on va voir apparaître un début de quelque chose. Et particulièrement une date, 1997, qui va marquer l'histoire en fait de l'intelligence artificielle. Alors Samia, est-ce que tu sais ce qui s'est passé en 1997? Pas du tout. Eh bien, en 1997, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'une machine, une intelligence artificielle, va battre la logique d'un humain lors d'un combat tactique d'échecs. C'est l'histoire de Deep Blue, une intelligence artificielle qui a été créée par la société IBM, qui va battre, lors d'un championnat, le champion incontesté des matchs d'échecs, Garry Kasparov à l'époque. Et donc, c'est grâce à cette date qu'on va se rendre compte que c'est possible qu'une machine froide, logique, puisse battre l'esprit et la logique humaine à travers une discipline qui est assez complexe. Et donc, comme je vous l'ai dit, il va falloir attendre les années 2010 pour que les choses se mettent en place beaucoup plus significativement. Oui, mais très bien, mais quid de l'économie et de l'IA, Christina? Tu sais nous en dire plus? Comment ça se passe en Belgique? Tu ne seras pas étonnée, Samia, que la Belgique, ce n'est pas le leader mondial de l'intelligence artificielle au niveau mondial. L'IA, aujourd'hui, c'est un marché qui est très juteux. Beaucoup de grandes puissances internationales, grandes puissances nationales se sont engouffrées dans la brèche et pour devenir le premier pays de l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, ce sont deux grandes nations qui essayent de se livrer un combat sans merci pour avoir la première place. C'est d'une part les États-Unis avec beaucoup d'entreprises privées qui déposent des brevets et d'autre part la Chine avec les universités et le gouvernement qui déposent énormément de brevets également dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour te donner un exemple assez fou, c'est l'Académie chinoise des sciences, donc en Chine, a déposé en 2019 plus de 2500 brevets sur la thématique de l'apprentissage, du deep learning, des sous-disciplines de l'intelligence artificielle. Donc c'est assez énorme en fait. Oui, quand même. Et comment ça se passe pour nous? Alors, selon une étude de Ernst Young, la Belgique se trouve en 7e position au niveau européen en termes d'innovation. Aujourd'hui, la première place, elle est détenue par l'Allemagne, avec notamment l'implication qui est assez forte de deux grosses sociétés qui sont maintenant internationales, donc c'est-à-dire Bosch et Siemens. Alors, en attendant, l'IA attire de plus en plus les pays. Les gouvernements commencent à développer une stratégie au niveau de l'intelligence artificielle. Et selon une étude, on a estimé que d'ici 2030, l'intelligence artificielle pourrait contribuer à la productivité mondiale de 40%. Donc, tu m'étonnes que les gouvernements vont s'y intéresser de plus en plus. Alors, plus particulièrement en ce qui concerne la Belgique, eh bien, il y a plusieurs facteurs qui font que la Belgique n'est pas leader du marché, ne fût-ce qu'au niveau européen. Alors, tout d'abord, il faut se remettre en contexte. La Belgique, c'est un petit pays qui n'a pas forcément les mêmes moyens que la France, l'Allemagne, etc. Et donc, voilà, on n'a pas la possibilité, les mêmes moyens que ces grands pays. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui freinent l'innovation dans ce domaine-là. Tout d'abord, la particularité de la Belgique, c'est sa politique qui est très compliquée. On a plusieurs niveaux de politique, on a un niveau fédéral, un niveau régional, un niveau communal, etc. Et donc tout ça complique un peu le schmilblick, comme on dit en Belgique chez nous. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'était beaucoup les régions, pour rappel, donc la Wallonie, Bruxelles-Capitale et la Flandre, qui investissaient énormément au niveau budgétaire pour financer des projets de start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle. La Flandre, principalement, a énormément développé des budgets, mais on voit de plus en plus depuis les années 2018 que la Wallonie et la région de Bruxelles-Capitale vont donner des budgets et faire des appels à projets à ce niveau-là. Ensuite, en fait, donc, dans ce contexte-là, donc, il faudrait en fait qu'on ait un mouvement plus global, plus national, fédéral, pour unifier un peu le projet, pour qu'on aille tous dans le même sens au niveau régional. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que bon, on va partir du constat que c'est clair qu'on ne va pas pouvoir concurrencer des pays comme l'Allemagne, qui ont déjà beaucoup investi, ou les États-Unis et la Chine. Clairement, on n'a pas la même force de frappe, comme je le disais tout à l'heure. Mais est-ce que, en dehors de ça, on ne pourrait pas se redéfinir et définir notre place dans le domaine de l'intelligence artificielle, définir notre valeur ajoutée? Qu'est-ce que nous, en tant que Belges, pays de la Belgique, pouvons ajouter à cette émulation scientifique? Quels sont nos atouts? Quelle pourrait être notre place et comment on pourrait être légitime dans ce milieu-là?
Alors, une piste pourrait se situer au niveau donc, des laboratoires de recherche universitaire. Aujourd'hui, en Belgique, on a quelques gros laboratoires universitaires qui ont des experts de renommée internationale. Je pense notamment à la VUB avec Anne Doué, donc l'université flamande de Bruxelles, ou encore à l'ULB, donc l'université libre de Bruxelles, avec Hugues Bersini, qui a également aussi une renommée internationale. Et puis, un autre élément qui fait qu'on est un petit peu ric-et-rac à la 7e position, c'est la sensibilisation. Aujourd'hui, il faut énormément sensibiliser sur l'impact de l'intelligence artificielle, sur notre mode de vie et notre mode de travail. Et ça, donc l'intelligence artificielle a un impact sur tout ça, et il faut sensibiliser à ce niveau-là. Et donc ça, c'est le rôle des communautés et des réseaux. Oui, il est évident qu'il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas trop l'importance de l'IA aujourd'hui et à quel point elle va déterminer notre avenir. Oui, exactement. Et toute cette peur donc, de l'intelligence artificielle, qu'elle va nous dépasser, qu'elle va nous voler notre travail, eh bien, c'est vraiment un problème. Et donc, il faut sensibiliser sur ce qu'est vraiment l'IA, donc, comme je l'ai dit, son rôle dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est le rôle, pour l'instant, qui est assumé par les réseaux. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, la plupart du temps, c'est une gestion régionale. Et on s'est rendu compte, en fait, il y a 3 réseaux pour chaque région qui investissent énormément à ce niveau-là. De Beacon pour la Flandre, Digitizer pour Bruxelles-Capitale et Réseau IA pour la Wallonie. Et donc, on voit apparaître dans ces réseaux toute une série de sensibilisations, des formations, ce genre de choses. Mais comme je vous l'ai dit, depuis quelques années, il y a eu un constat de vouloir unifier un peu ces réseaux dans une vision plus nationale, plus fédérale. Et l'année passée, un regroupement, tous les grands experts, les grosses entreprises, les startups innovantes dans le domaine de l'IA se sont réunis pour créer un réseau national qu'ils ont appelé AI for Belgium. Et ils ont créé un rapport qui était délivré au monde politique et qui donne des recommandations sur plusieurs niveaux. Au niveau éducation, éducation, réorientation professionnelle, innovation, soutenir l'IA dans le domaine du secteur privé, etc. Et donc ce collectif, donc AI for Belgium, a livré son rapport au gouvernement précédent et attend que le monde politique puisse développer des mesures en ce sens. Bon, ok, les réseaux, c'est important pour éduquer et sensibiliser. Mais comment ça se passe au niveau des entreprises? Quel type d'entreprise se lance dans ce domaine? Eh bien, on peut dire aujourd'hui en Belgique, mais ça se passe un peu pareil aussi dans les autres pays, qu'il y a plusieurs niveaux d'entreprises qui se lancent dans le domaine de l'IA. Alors, tout d'abord, sans surprise, les grosses entreprises internationales se lancent dans des projets parce qu'elles ont plus de budget, parce qu'elles ont une main-d'œuvre qui peut se consacrer à certains projets, et parce que aussi, voilà, elles ont une puissance, elles peuvent recruter des profils compétents à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout étonnant, mais on voit apparaître sur le marché des autres types d'entreprises qui ont également aussi un rôle à jouer dans ce domaine-là. Et ça, ce sont le rôle des startups. Alors clairement, les startups, elles n'ont pas le même budget que les grosses entreprises, elles n'ont pas la force de frappe d'une entreprise comme Siemens, Bosch, on en a parlé pour l'Allemagne, mais elles ont quelque chose que les grosses entreprises n'ont pas, c'est la possibilité d'être plus innovantes, dans le sens où elles ne sont pas freinées par un conseil d'administration, par une cotation en bourse, ce genre de choses. Et elles peuvent contourner le problème des profils qui manquent, ou du manque de personnel, ou du manque d'argent, en s'associant à des entreprises qui ont de l'argent, ou à des pôles d'innovation ou des universités. Et c'est notamment le cas d'un projet que je trouve vraiment très sympathique en Flandre. C'est une collaboration entre plusieurs institutions, comme par exemple l'IMEC, plusieurs universités flamandes, donc UZ Leuven, UGent et la KUL, et plusieurs entreprises. Et donc, toutes ces entreprises, universités, tout ça, se sont réunies pour créer un projet qui est en fait une plateforme qui permet d'analyser le code génétique humain en entier avec l'aide de l'IA. Alors, vraiment juste très rapidement, pour définir, le code génétique humain, c'est quelque chose qui est fait depuis plusieurs années, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui coûte très cher et qui demande beaucoup de temps. Alors, du coup, on ne le fait pas tout le temps. Mais avec l'appui de l'IA, on s'est rendu compte que c'était faisable de le faire en 48 heures et surtout que ça coûtait beaucoup moins cher. Il y a un troisième type d'entreprise qui aussi s'intéresse de plus en plus à l'impact de l'IA dans leur domaine, et ça, ce sont l'administration publique. Alors, ça paraît plus étonnant parce qu'on a cette image des administrations publiques qui sont un petit peu, sont plus lentes et plus procédurales, mais on voit de plus en plus qui s'intéressent au sujet. Par exemple, un projet de la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Pierre, avec la société, la start-up Reimagine, ils ont développé ensemble un chatbot qui s'appelle Pierre, Woluwe Saint-Pierre, Pierre, donc ça semble logique,
et qui va répondre en fait aux questions de base, aux questions simples des citoyens donc de la commune sur les réseaux sociaux de la commune, sur le site web ou même sur une borne qui est disponible dans les locaux de la commune. Et donc ça permet aux employés de la commune de s'intéresser à des projets un petit peu plus complexes et ne pas délivrer, enfin de les désengager un peu des petites tâches routinières de la commune. Et pour pareil en Flandre, on a aussi également un projet du VDAB, donc c'est un peu le pôle emploi de la région flamande en Belgique, qui utilise les technologies de l'intelligence artificielle pour faire un meilleur matching entre les CV des chercheurs d'emploi et des offres d'emploi des entreprises pour qu'il y ait un meilleur matching. Alors, pour répondre à ta question, Samia, sur les personnes qui travaillent dans l'IA, eh bien, sans étonnement, la plupart des profils qui bossent dans l'IA, ce sont des profils universitaires. C'est des profils qui sont pas spécialement particuliers. On recrute en Belgique des ingénieurs informatiques, des data scientists, des linguistes computationnels. Donc ça, ce sont des formations qui sont données depuis des dizaines d'années dans les universités. Et ce sont des profils qui sont recherchés dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis très longtemps. Ces gens-là vont faire des petites orientations IA pour se spécialiser dans le domaine. Mais donc, ce sont des profils assez classiques. Dans certains pays, comme souvent les pays leaders, on voit certaines demandes de profils qui apparaissent, qui sont un petit peu plus particulières et qui vont peut-être apparaître dans quelques années dans nos pays. Comme par exemple le profil de l'éthicien. Alors, on n'en a pas parlé dans cette présentation, mais si vous voulez, on peut en faire une vidéo plus consacrée. L'éthique, en fait, dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça a de l'importance parce que, comme on en parlait au début du truc, il peut y avoir des utilisations malveillantes, il peut y avoir aussi des dérives, etc., ou des biais dans la création d'une intelligence artificielle. Et donc, le rôle de l'éthicien, ça serait de pouvoir, dès le début du processus de la création de l'algorithme de l'intelligence artificielle, être le garant d'une éthique sur base d'un cahier des charges, ce genre de choses. Et puis, il y a un autre type de profil qui est un peu plus abstrait comme les profils de psy-designer ou ego-teller, qui donc en fait sont des profils de psychologues qui vont aider à construire la personnalité d'une intelligence artificielle. Et donc, de manière générale, le but d'une intelligence artificielle, c'est d'avoir une réflexion au plus proche de celle d'un humain. Et donc, on fait intervenir à ce moment-là des gens qui sont spécialisés dans l'esprit humain, et donc les psychologues, les psychanalystes, etc. Et bien sûr, ces profils, donc psy-designers, etc., on ne les retrouve pas à l'appel dans notre pays, dans les recrutements, mais on peut imaginer que d'ici quelques années, ça sera des profils qui seront de plus en plus demandés au vu du développement des domaines de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi. Et on peut imaginer aussi que, par exemple, dans les parcours des cursus étudiants, des étudiants en psychologie ou en psychanalyse, etc., on va pouvoir retrouver dans quelques années des options intelligence artificielle. Bon, alors du coup, les métiers de l'IA, c'est que pour les grosses têtes? Eh bien, en fait, pas nécessairement, parce que on n'en a pas parlé non plus dans cette présentation, mais l'intelligence artificielle, on a deux types d'intelligence artificielle. Elles ont donc un apprentissage soit qui est supervisé par un coach, soit qui n'est pas supervisé. Si on est dans le cas, et c'est souvent le cas d'une intelligence supervisée, en fait, avant que l'intelligence soit, on va dire, finalisée et livrée au client, par exemple, il va y avoir un entraînement. On va l'entraîner, on va l'apprendre à se perfectionner en lui montrant par exemple une série d'images qu'elle va reconnaître. Et en fait, il faut un humain qui soit derrière l'écran, qui puisse lui valider ses choix et ses réponses. Et donc, cet humain, il n'a pas besoin d'avoir un diplôme ou des doctorats. Ça peut très bien être un profil qui n'a pas de diplôme, qui peut très bien valider l'intelligence artificielle. Et donc, on a vu des entreprises qui ont recruté des profils non diplômés pour devenir coach de robots, ou encore même certains pays ont engagé des immigrés dans ce genre de projet pour leur permettre d'avoir un emploi et donc de mieux s'intégrer dans leur pays d'accueil. C'est sympa comme système. Oui, mais va pas trop vite, parce qu'il y a certaines entreprises qui ont trouvé une astuce pour recruter indirectement des milliers de coachs de robots, sans les payer et sans même qu'ils le sachent eux-mêmes. Ah bon? C'est quoi l'astuce? Eh bien, Samia, est-ce que tu connais le concept de CAPTCHA? Est-ce que c'est le système utilisé par certains sites pour vérifier si on est des humains et non pas des robots? Oui, en fait, c'est ça. À la base, c'est la première utilisation. Google, donc l'entreprise qui utilise cet outil, qui l'intègre sur des sites, joue double jeu avec ça. Parce que oui, en effet, ça permet de vérifier qu'on n'est pas des robots en se connectant à un site, mais ça a aussi une autre fonctionnalité. Ça permet donc d'entraîner des intelligences artificielles à reconnaître des images et des caractères non normalisés. Donc, sans le savoir, on est en fait des coachs de robots tous les jours quand on va sur un CAPTCHA. Alors, comment est-ce qu'on fait ces armes en Belgique pour travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle? Eh bien, forcément, c'est à travers la formation. Et sans surprise, comme je vous le dis, c'est surtout à l'université qu'on apprend
le domaine de l'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, à l'heure actuelle, les profils recrutés, ce sont des profils d'ingénieurs, de data scientists, etc. Donc, ce sont des profils qui sont enseignés depuis des dizaines d'années dans les universités belges, mais on voit de plus en plus apparaître dans les universités des cursus au niveau du master qui se spécialisent très légèrement vers l'intelligence artificielle ou qui proposent des cours à option pour travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et en général, la plupart des personnes qui sont universitaires font leurs armes dans les laboratoires de recherche. Comme je vous l'ai dit, on a quelques-uns qui ont une certaine renommée en Belgique. Et c'est là qu'on développe un peu des compétences pratiques du domaine de l'intelligence artificielle. Mais il existe, il y a depuis quelques années, des formations un petit peu plus différentes qui sont créées notamment pour d'autres types de profils, les chercheurs d'emploi et les entreprises. Alors, par exemple, à Bruxelles, pour les chercheurs d'emploi, on a deux formations qu'on a retenues et qu'on vous présente dans cette présentation. Tout d'abord, il y a une formation qui a été créée par Digitizer, qui est une IA School. Et donc, c'est une formation de quelques mois qui permet à des personnes de pouvoir s'entraîner dans le domaine de l'intelligence artificielle avec des cas pratiques et d'avoir une espèce de diplôme dans ce domaine-là. De même, Bicode, qui est aussi un centre de formation, adressé aux chercheurs d'emploi, est en train de recruter des stagiaires pour travailler dans une formation de 6 mois dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, la plupart du temps, les profils qui sont acceptés dans ces formations sont des profils qui ont au moins un minimum de prérequis dans le domaine de l'informatique, des maths ou de la logique, puisque c'est vrai que travailler dans le domaine de l'IA, malheureusement, il faut quand même avoir un petit bagage pour pouvoir au moins comprendre les concepts de base. Mais en tout cas, ces formations peuvent être accessibles éventuellement à un informaticien qui veut se rediriger vers un autre domaine de compétences, et donc l'IA. Et donc, cette petite formation lui permet à ce moment-là de se diriger dans ce domaine-là. Pour les entreprises, ce ne sont pas vraiment les mêmes types de formations. C'est des formations en général plus didactiques qui expliquent en fait l'intérêt du concept pour une entreprise et qui sensibilisent dans le monde du travail. Ces formations sont en général accessibles sous la forme de webinaires ou de MOOC et à toutes les entreprises qui souhaitent s'intéresser à la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer leurs services ou produits ou qui vont devoir à un moment donné utiliser l'intelligence artificielle et qui veulent former leurs employés à l'utilisation et leur permettre une transition, une digitalisation beaucoup plus simple. Voilà, donc ça c'est un peu pour le paysage de la formation en Belgique. Mais je pense qu'on a fini, Samia. J'espère que en fait, vous avez passé un très bon moment à nos côtés. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et n'oubliez pas, nous sommes tous surveillés. Merci Christina pour cette présentation et merci à nos chers auditeurs de l'avoir suivi. Pour votre info, la version PDF du rapport complet sur l'IA est disponible via les liens que vous trouverez dans la barre d'infos. Sur ce, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.